Donc c'est une audition dans le cadre de la des commissions de suivi d'enquête que fait France Insoumise, un peu en préparation de celle dont on espère que l'Assemblée se saisira après la crise. C'est dans ce cadre que je t'interroge. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es pour commencer? Oui, donc Julien Feller, donc je suis ingénieur R&D donc chez Peter Surgical qui font une entreprise qui fait des dispositifs médicaux et je suis en même temps délégué syndical à la CGT. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'activité de Peter Surgical? Elle est implantée où? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce Oui, qu'elle produit? alors donc c'est une entreprise donc c'est une entreprise assez ancienne donc qui a été fondée si je dis pas de bêtises vers en 1926 donc c'est une entreprise qui fabrique à la base des sutures donc tout ce qui est suture ça fabrique aussi des sondes donc tout ça c'est implanté à Bobigny et elle a d'autres sites suite à des rachats donc il y a un site en Ille-et-Vilaine qui fabrique des clips hémostatiques donc ces clips servent à ligaturer les vaisseaux lors des opérations pour empêcher les hémorragies. Il y a d'autres sites, il y a un autre site aussi à Haute-Rive en Auvergne. Donc suite aussi à un rachat d'autres sociétés. Donc il y a un catalogue assez large, mais on va dire que l'essentiel c'est quand même les sondes, les sutures et les clips. Et donc c'est une entreprise aussi maintenant qui on va dire en termes en France, ce qu'on appelle une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire. Donc, on est à peu près un peu moins de 200 salariés en France. Et dans le monde, puisque l'entreprise a des usines en Inde et en Thaïlande, on est à peu près plus de 600, si j'ai pas de bêtises. Et c'est la seule entreprise en France qui produit sur le sol français ce type de matériel? Alors, parmi toutes nos gammes de produits, parce que c'est une gamme assez conséquente, il doit y avoir des gammes où d'autres entreprises françaises produisent aussi. Par contre, à ma connaissance, c'est, on va dire, un niveau de production, par exemple, tout ce qui est suture et clip, c'est pratiquement la seule en France et même en Europe, c'est un grand producteur de suture au niveau européen et de clips au D'accord. niveau Donc, européen. on va parler de la situation de l'épidémie, de ce que ça crée, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous vous retrouvez en théorie à fermer l'unité de production en juin à Bobigny? Donc, je vais raconter un petit peu l'historique. Donc, nous, on a appris la nouvelle en septembre. Donc, il y avait eu au fur et à mesure des arrêts de produits. Donc, on nous expliquait que c'était des produits qui étaient très chers à maintenir la maintenance sur le marché. Ça coûtait très cher. Donc, et qu'il y avait des, comment dire, c'est des produits où il n'y avait pas beaucoup de marge dessus et donc et des volumes très bas. Donc, ils ont fait au fur et à mesure. Et là, en septembre, ils nous annoncent un PSE. Donc, c'est un petit peu rigolo parce que c'est un plan de sauvegarde d'emploi, mais au final, c'est un outil à la disposition des suppressions d'emplois. Et ils nous annoncent que voilà, le site de Bobigny vont fermer toute la production et la logistique du site de Bobigny. Donc, nous, bon, même s'il y avait des produits qui s'arrêtaient, on a été quand même un petit peu sous le choc, étant donné que c'est une entreprise qui financièrement se porte très bien. Donc, il y a eu cette fermeture. Donc, ça va être tout le site, donc toute la production qui produisent actuellement, qui produisent des sondes. Et là, actuellement, on y reviendra, je pense, plus en détail, mais qui produisent les fameuses sondes Motin qu'on entend parler un petit peu dans la presse. Donc, ils ont décidé que les licenciements se feraient en juin, dans quelques mois. Et donc, ils ont, bon, voilà, c'est expliqué. Maintenant, c'est des produits qui coûtent, où on ne fait plus beaucoup de marge parce qu'avec la nouvelle réglementation européenne, due au scandale des prothèses PIP, c'est durci. Donc, la maintenance réglementaire, on va dire administrative pour ces produits, n'est plus possible. Et donc, voilà, on va être obligé de fermer. Puis la logistique, le centre de logistique aussi. Et donc, le centre de logistique, ils avaient avancé que ils voulaient sous-traiter ça parce que ça reviendrait moins cher et apparemment, il y aurait un meilleur service. Et c'était pour se rapprocher on va dire, de l'Asie, qui est un gros marché aussi pour l'entreprise.
Et donc là, bon, c'est… Comment dire, on a un peu du mal à comprendre la logique, étant donné que on n'a pas besoin de fermer un centre de logistique à Bobigny, par exemple, pour faire un nouveau centre. On peut faire aussi un centre concomitant, un centre en Asie et à Bobigny. Oui, voilà, donc on a été un petit peu sous le choc parce que, oui, comme je te disais, l'entreprise se porte très bien. Donc là, il disait que donc les sondes qui étaient fabriquées, ça allait être, ils allaient devenir distributeurs, c'est-à-dire qu'ils allaient continuer à distribuer les sondes, mais ils ne seraient plus fabricants. Donc, c'est une autre société française qui allait les fabriquer. Est-ce qu'ils allaient être fabriqués en France? Ça, on ne sait pas. Et donc, il fermait aussi la logistique. Donc, il nous disait, voilà, c'est pour nous rapprocher un petit peu d'avoir un centre implanté en Asie, parce que comme il y a des usines en Inde, en Thaïlande, les clients asiatiques ne comprenaient pas pourquoi les produits faisaient des allers-retours entre l'Asie et l'Europe. Et donc, on a dit très bien, mais donc dans ces cas-là, mais n'était pas possible d'avoir concomitamment deux centres, un à Bobigny et un en Asie. Je peux comprendre que c'est pas logique de faire à des produits un petit peu le tour de la Terre, mais donc voilà, donc on va dire le PSE était passé, donc il a été acté si je dis pas de bêtises, en novembre. Donc, nous, de notre côté, tu sais, puisque tu nous as aidés, on a essayé d'alerter un petit peu les pouvoirs publics par rapport à ça, parce que ce qui est en train de se profiler dans les dispositifs médicaux, on le voit déjà, les effets avec tout ce qui est le pharmaceutique, ça veut dire des pénuries de médicaments, parce que des labos estiment que c'est pas assez rentable, c'est pas intéressant de produire pour eux ce type de médicaments, donc on arrête la production. Et c'est au niveau de santé publique, ça peut poser des graves problèmes. Nous, on a eu un rendez-vous là-dessus avec la préfecture et on a été reçu par le secrétaire général de la préfecture qui nous a dit que non, ils avaient alerté le ministère de la Santé, que pour le ministère de la Santé, ça posait pas de problème par rapport d'ordre de santé publique. Donc voilà, et c'est un petit peu aussi, toi, la question que tu as posée au gouvernement qui était restée sans réponse. On voit que à l'époque, ces problèmes-là, c'était des problèmes qui étaient déjà, on va dire, qui pouvaient être anticipables parce qu'on les avait remontés, mais on avait une fin de non-recevoir. Et donc l'idée, c'était qu'en fait, ils délocalisent en Inde. C'est ça le fond de l'affaire. Alors, en fait, on va dire, pour parler en gros, c'est que l'entreprise a déjà des usines en Inde, donc c'est via une société indienne qu'ils ont racheté, donc où ils ont une usine locale. Donc ils ont déjà commencé, ça a commencé déjà au début des années 2000 que les sutures ont été délocalisées en Thaïlande. Là, il y a eu d'autres produits qui ont été délocalisés en Inde, dont la sonde Motin, dont la fabrication est normalement en Inde. Et là, exceptionnellement, donc du fait de la demande, il y a une partie maintenant pour soutenir, les volumes demandés qui est fabriquée à Bobigny. Mais donc, et du coup, on va dire, ces 60 salariés qui vont être licenciés en juin, c'est eux qui sont en train de fabriquer la sonde. Donc, je tenais aussi à les remercier parce que ils ont mis ça de côté au final, le fait d'être licenciés, et ils produisent quand même, on va dire, comme si un peu de rien n'était, quoi. Donc, dans des conditions, quand on sait qu'on est licencié, qui sont pas toujours évidentes. Et donc, oui, voilà. Donc, pour revenir, donc il y a eu déjà un petit peu des délocalisations vers d'autres usines du groupe, que ce soit en Asie, donc Inde ou Thaïlande, donc un petit peu comme les sutures et les sondes. Et là, c'était plus s'y fermait et il devenait plus fabricant, c'était carrément passé à de la distribution. Donc, trouver un sous-traitant, puis distribuer le produit du sous-traitant. D'accord. Et une des choses qui avance la direction, c'est un changement, si j'ai bien compris, de protocole au niveau européen. C'est quoi cette histoire? Alors, cette histoire, c'est que suite au scandale des prothèses PIP, donc l'Europe a décidé de durcir sa réglementation pour le marquage CE. Donc, le marquage CE, c'est ce qui autorise un dispositif médical à être vendu en Europe. Donc, c'est sûr que ça alourdit, ça alourdit, bien sûr que ça alourdit. Maintenant, l'impact réglementaire administratif sur les produits sont de plus en plus lourds.
Et par rapport à ça, donc, ce qu'il disait, c'est que la maintenance de ces produits revenait trop cher. Donc, au final, il y en a quand même qui les produisent, donc c'est que ça doit être quand même possible de le faire. Et par rapport à ça aussi, à cet impact, il y a, on va dire, cette augmentation, comment dire, le fait que cette réglementation est de plus en plus lourde, de plus en plus oppressante, je pense que sur le marché du médical, on est pour l'instant sur un marché, surtout en France, il y a quelques gros acteurs au niveau mondial, des grosses entreprises, des très grosses entreprises. Mais en France, on est plutôt sur on va dire, des entreprises, c'est atomisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de PME en France qui sont sur des marchés de niche dans le domaine du médical. Et le fait d'augmenter justement, de renforcer cette réglementation, forcément, les plus petites entreprises ne vont pas pouvoir suivre parce que les coûts réglementaires seront trop élevés. Et on se demande, je ne sais pas si c'est à dessein ou pas, mais est-ce que c'est pas pour créer des barrières d'entrée justement? Parce que maintenant, quelqu'un qui veut créer sa boîte pour développer des dispositifs médicaux, c'est pratiquement impossible. Donc, je résume, une entreprise qui fait des pièces, enfin du matériel pour le soin, pour les hôpitaux, et qui est gérée derrière, il y a un fonds de pension, on est d'accord, et pour des C'est raisons un de fonds d'investissement, rentabilité, oui, c'est vrai. d'accord, et Des... pour pour des raisons de rentabilité, la décision est prise de délocaliser complètement la production de Bobigny. Bon, on est d'accord avec Oui, ça, avec du oui, matériel qui continuera à être distribué en c'est France, ça. mais qui sera fabriqué ailleurs. D'accord. C'est Donc fabriqué, maintenant, voilà. on arrive à la situation. Vas-y, je Non, t'écoute. oui, alors oui, ce sera fabriqué ailleurs. Je ne sais pas, on ne sait pas encore où il va être fabriqué pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il va être Alors, en France. donc on en arrive à la crise épidémique et explique-moi pourquoi cette pièce, cette pompe, elle est indispensable dans le traitement aujourd'hui des malades atteints du coronavirus. Parce qu'en fait, c'est des sondes respiratoires. Donc, sur le coronavirus, c'est dû souvent, donc, des gros troubles, c'est des troubles respiratoires. Donc, c'est des sondes qui permettent de désengorger. Et ce qui est important sur ces sondes, c'est qu'il y a une gaine qui permet de protéger et le personnel soignant et le malade des infections. C'est-à-dire une manipulation du dispositif qui sera plus sûr par rapport à des sons classiques. Alors, il existe d'autres sons, on va dire, c'est d'autres sons qui sont peut-être beaucoup plus chers, et celle-là est un excellent compromis entre. C'est une sonde très efficace, qui est très abordable, qui est abordable pour les hôpitaux, et donc voilà pourquoi elle est très utilisée et permet de faire des manipulations en sûreté. Et donc là, la production pendant l'épidémie, elle est montée à combien et comment l'entreprise a dû s'adapter pour produire les unités nécessaires? Alors là, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 6 000 là, ou 10 000, et ils sont montés à 50 000. Donc l'entreprise s'est adaptée parce que l'usine indienne a été aussi, il y a eu un impact du corona, donc elle ne tournait pas à 100%. Elle ne tourne pas à 100%, donc ils ont relancé la fabrication en aménageant un poste à Bobigny. Parce qu'à Bobigny, les sondes venaient quand même, dans tous les cas, à Bobigny, et Bobigny s'occupait de l'emballage, ce qu'on appelle l'emballage primaire, c'est-à-dire c'est l'emballage qui va permettre de faire la barrière pour la stérilité. Ensuite, elles étaient stérilisées et elles étaient donc la logistique, et hop, elles étaient emballées puis envoyées aux hôpitaux. Donc là, pour faire face à cet afflux, ils ont mis des dispositions, ça veut dire que prévoir des travails en équipe, en 8-3-8, potentiellement peut-être aussi le week-end si nécessaire, et de réaménager un poste pour faire face à la demande pour suppléer l'Inde. Donc l'épidémie serait arrivée en juillet, qu'est-ce qui serait passé? L'entreprise En était fermée. juillet, on va dire, si le PSE serait mené à terme, ils auraient fermé le centre de production de Bobigny, donc ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils font actuellement. Là, je pense que ça aurait été beaucoup plus grave parce qu'on voit que l'Inde est impacté, donc même d'un point de vue logistique, c'est compliqué de ramener des composants en France. Donc, ça aurait créé forcément des plus graves problèmes parce que, bon, voilà, le centre de production, les personnes licenciées, je ne sais pas comment l'entreprise aurait pu s'adapter à ça. Elle n'aurait pas pu répondre à la demande. Alors qu'au lieu de ça, vous avez été capable de répondre à la demande, en tout cas Oui, au niveau de l'équipement des respirateurs, quoi. oui, c'est ça, oui.
Et donc, il y a aussi, donc, il y a ça, et puis il y a le fait aussi qu'il y a d'autres dispositifs, d'autres sondes qui sont fabriqués, que donc, oui, les sondes Nautilus sont très utilisées pour le coronavirus, mais il y a besoin aussi de d'autres dispositifs. C'est un ensemble de dispositifs. Donc, pour être clair, on est là sur un peu comme l'affaire des masques, c'est-à-dire on est sur une question de souveraineté sanitaire en France. Totalement, on peut vraiment faire le parallèle. Là, c'est pareil. Imaginons que les masques, ils auraient décidé de fermer l'usine de masques au lieu que ce soit il y a 2 ans, ça aurait été en mars. On venait ça aurait été revenu exactement le même problème. Oui, il y a vraiment un parallèle entre les deux cas. Alors donc la suite, c'est quoi? Normalement, l'entreprise ferme en juin. Est-ce que du coup, ça vous incite à revenir un peu à l'offensive pour montrer la stupidité de fermer cette unité de production? Comment ça se passe? Oui, oui, bien sûr. Là, on va dire heureusement, malheureusement, en fait, ça a donné un coup de projecteur parce que ça, on l'avait déjà annoncé nous, on avait déjà fait des communiqués, on l'avait déjà annoncé que ce risque de ce problème-là, dans la pandémie, mais malheureusement, ce qui arrive dans cette entreprise, c'est emblématique de ce qui arrive dans l'industrie française où c'est souvent des fonds d'investissement qui prennent le contrôle des entreprises et le but d'un fonds d'investissement, c'est de faire le maximum de bénéfices. Voilà, c'est que l'intérêt est vénal. Bon. Et du coup, là, par exemple, pour avoir une belle rentabilité, qu'est-ce qu'on fait? On ferme des centres de production, on garde que la partie vraiment rentable, même si ça met en péril la pérennité industrielle de l'entreprise sur le long terme, c'est pas grave. En général, on n'est pas là pour le long terme. On est là, soit un investisseur, la moyenne, c'est quoi? C'est une 5-10 ans dans une entreprise. Après, le but, c'est de la revendre. Donc, soit en la démantelant, soit. Donc, ce souci-là se passe dans d'autres. Nous, on avait fait ça parce que ce qui se passe ici, ça se passe aussi ailleurs. Et à force de déindustrialiser, il arrive un moment où on n'arrive pas à avoir, en France, à satisfaire le besoin des hôpitaux. Donc ça, c'est ce qui peut arriver en temps normal, mais en temps normal, ça aurait pris beaucoup plus de temps avant qu'on voit l'impact. Et là, le fait qu'il y ait la crise, ça met en exergue toute la politique un petit peu de désindustrialisation, de fermeture d'entreprise au bénéfice de la finance. Et là, pour Peters Surgical, vous demandez quoi à l'État? Éventuellement de nationaliser? C'est quoi qui permettrait justement d'arrêter le processus? Nous, on trouve, donc on est quand même sur des entreprises aussi. C'est le cas qu'on a pu entendre aussi à Carrefour. C'est une entreprise qui a touché du CICE, donc sur les 3 dernières années, ça fait 600 000 euros. Donc, d'un côté, toucher de l'argent public pour ce qu'ils appellent la compétitivité emploi et licencier derrière. Bon, moi, ça me paraît antithétique, mais apparemment, ça se fait très bien. Donc, nous, on aimerait bien que là, il n'y a pas l'entreprise se porte très, très bien, donc il n'y a pas de nécessité à licencier. À la limite, on se reborde la faillite, on pourrait peut-être comprendre, mais là, non, on se porte très, très bien. C'est plutôt une logique boursière et donc, ça dépend quelle aussi de société on veut. Est-ce qu'on veut une santé publique ou c'est vraiment où on veut la finance? Non, en tant que citoyen, j'aimerais bien que l'État, au moins, ait un regard dessus et dise, non, peut-être que au vu de ce qui se passe, peut-être on tire les leçons et qu'on va suspendre, je crois que c'est ce qu'ils ont fait en Espagne, on suspend les plans de licenciement, on suspend les licenciements et que l'entreprise, et après, pourquoi pas, si on peut aller plus loin et de faire des organismes privés publics parce que, on va dire les dispositifs, au final, en tant que citoyens, c'est nous aussi qui les payons via nos impôts. Les hôpitaux les achètent et donc les vendent. Donc, faire des entreprises, par exemple des organismes publics privés qui permettraient aux hôpitaux au moins de savoir qu'ils ont des sources sûres d'approvisionnement et d'avoir des approvisionnements pratiquement à prix coûtant ou que l'argent qui est fait par rapport à ces entreprises serve à la recherche et développement de niveaux de dispositifs ou permettent d'aider plus les hôpitaux, oui, dans un cadre d'une santé publique, si on veut une santé publique, oui, je pense que ce serait la bonne chose. D'accord. Donc là, on est d'accord que vous interpellez, vous, les pouvoirs publics, pour faire en sorte que cette entreprise ne ferme pas en juin et puisse continuer à fabriquer les sondes en France de façon à pouvoir alimenter le marché, les hôpitaux français en cas de nouvelle crise, quoi. Oui, en cas de nouvelle crise et même, on va dire, même en temps normal, parce qu'en temps normal, au bout d'un moment, à force de fermer, on va se retrouver avec des insuffisances.
Et puis là, ce qu'on voit, c'est que il y a on va dire même malheureusement, il y a aucune, quand on voit la solidarité européenne inexistante entre, par exemple, les Tchèques qui prennent le matériel des Italiens, entre les pays européens, il y a une concurrence. Et là, on se dit, oui, mais nous, on essaye de se battre avec d'autres pour importer. C'est-à-dire qu'on se bat. Et puis, il y a aussi le risque, par exemple, que les pays qui fabriquent ces produits disent à un moment, attendez, avant d'exporter, on va d'abord s'occuper de notre marché intérieur. Ce qui est un peu logique. Hein, et donc, il y a un risque, oui, on a un risque réel de pénurie, peut-être sur le long terme. Oui. D'accord. Bon, écoute, merci pour ce message. Je pense qu'il est important dans ces moments où des entreprises ont fermé, qu'il faut essayer de les faire réouvrir. La nôtre, ce n'est pas encore le cas, donc c'est sauvable. Et je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les gens qui ont été sauvés ou en tout cas qui ont été soignés grâce aux sondes vont regarder ça un peu plus attentivement, je pense. Oui, donc et puis pour amener aussi pour élargir un petit peu, c'est que donc on fabrique des sondes, mais forcément on a besoin, il y a de la matière première, il y a des composants, donc c'est aussi important d'avoir un outil industriel en France, dans d'autres, par exemple des fabricants de tubes plastiques, parce que c'est ça qui permet de fabriquer les sondes, parce que si on fabrique les sondes et on peut pas approvisionner le matériel parce que tout est fabriqué, pareil, été délocalisé, c'est pas possible. Et là, on voit que même les masques, donc nous, étant donné qu'on est une entreprise médicale, forcément, les produits sont fabriqués en salle blanche. Donc, le port du masque, de la blouse, des gants, des règles sanitaires très strictes. Pour l'instant, on n'a pas ce souci-là, mais à l'avenir, est-ce que si ça continue, est-ce qu'on arrivera déjà, nous, à se pourvoir en masse pour pouvoir fabriquer des produits? D'accord. Donc, c'est la question de la souveraineté d'un point de vue sanitaire avec toute la chaîne de production, quoi. C'est ça. D'accord. Écoute, merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt, salut.